Général Paris, vous êtes général, vous êtes aussi socialiste. Vous avez été conseiller au cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy, conseiller auprès de deux ministres de la Défense, Jean-Pierre Chevènement et Pierre Joxe. Oui. Vous êtes aussi saint-cyrien et auteur de nombreux livres de géopolitique, dont un dernier sur la Chine. Merci d'accepter de répondre à nos questions alors que nous sommes en pleine crise et menace de guerre. Alors, nous voici donc en quelques jours embarqués dans une guerre contre la Syrie. C'est un conflit dont beaucoup pensent qu'il peut devenir régional, voire même mondial. Êtes-vous pour ou contre cette intervention? Bon, pour simplifier, pour éclaircir le sujet, je suis contre cette intervention. Ce serait une erreur. Une erreur, à mon sens, énorme, parce qu'elle embrasera le Proche et le Moyen-Orient. Mais surtout, elle empêchera la voie d'une négociation. Or, la résolution de cette crise, c'est d'arriver à un Genève 2. Or, s'il y a attaque, eh bien cela enlève toute possibilité de ce Genève 2, ou tout du moins ça le recule. Mais il faut bien que toute guerre cesse. Et cette guerre ne peut se terminer que par une négociation. Donc il faut favoriser la négociation. Je me demande moi-même s'il ne pourrait pas y avoir un tiers acteur qui se mêle là et qui crée les conditions pour ensuite lancer cette crise. Parce que vous savez qu'au Liban, par exemple, récemment, il y a eu une série de bombes. Il y a une bombe qui a d'abord visé les chiites et ensuite une bombe qui a visé les sunnites. Et au Liban, heureusement, les communautés se sont rendues compte qu'on essayait de lancer une guerre entre eux là. Ils n'ont pas suivi, donc ils n'ont pas rentré dans le jeu. Est-ce que vous pensez qu'on puisse être dans ce cas-là en Syrie? Ce n'est pas absolument pas impossible. De toute façon, il est bien certain que des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite souhaitent qu'il y ait une intervention occidentale en Syrie. Ils le souhaitent parce qu'eux-mêmes en sont incapables de le faire. Et la guerre telle qu'elle se déroule, la guerre civile en Syrie telle qu'elle se déroule, en fait, au-delà des gouvernementaux et des rebelles, c'est une guerre entre chiites et sunnites, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et avec leurs alliés réciproques, c'est-à-dire les Chinois et les Russes qui soutiennent l'Iran et les gouvernementaux syriens, à l'encontre des Occidentaux qui, eux, soutiennent les rebelles et ne s'en cachent pas. Maintenant, ils les soutiennent du bout des doigts et l'affaire est extrêmement pernicieuse. Ils les soutiennent verbalement. Ils ne veulent pas leur donner d'armes, bien qu'il y ait de la contrebande d'armes et que les Occidentaux laissent passer. Mais ils ne veulent pas les armer, parce que armer les rebelles, c'est quels rebelles? Entre les rebelles qui sont réellement des démocrates et des rebelles qui marchent pour Al-Qaïda et tous les systèmes terroristes, et il y en a Al-Nusra et d'autres. Alors, tout cela n'est pas clair. Et tout cela me renforce dans mon option qui est de tout faire pour favoriser une solution pacifique. Vous direz que je suis un drôle de militaire ou un drôle de soldat qui vise à pousser à une négociation. Mais je voudrais rappeler que la guerre, le but d'une guerre est d'aboutir à une négociation. Le but, c'est pas la guerre, le but, c'est la paix.
Tout à fait. Et c'est là-dessus, je voulais vous demander, François Hollande, Barack Obama et leurs experts nous présentent d'abord une image monstrueuse de Bachar el-Assad et ensuite ils nous disent que cette guerre ne vise pas à le renverser, si guerre il y en a, et ne vise que à lui taper sur les doigts, à faire quelque chose de symbolique, de frappe limitée. Alors n'y a-t-il pas quelque chose d'absurde dans cela? Alors très effectivement, ni le président de la République, François Hollande, ni les autres ne promeuvent un renversement de Bachar el-Assad. On veut punir celui qui a utilisé l'arme chimique, qui est interdite par les traités. Bon, alors, c'est une option. Mais on ne peut pas en rester là. On ne fait pas de la politique guerrière pour punir quelqu'un. Voilà. Le droit de punir, ça n'existe nulle part dans les traités. Non, ça n'existe nulle part. Si je me souviens bien, c'est donc le premier principe, c'est qu'on ne s'engage pas dans une guerre alors que le pays n'est pas menacé par le Bachar el-Assad ou par l'ennemi, c'est d'une part. D'autre part, si on s'engage dans une guerre, c'est qu'on est vraiment menacé, et dans ce cas-là, on doit absolument détruire l'ennemi. Et enfin, donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on ne s'engage pas dans une guerre s'il n'y a pas une paix, qui est déjà préparée et qui créera un mieux pour les populations en question. Il est certain que l'emploi de l'arme chimique doit être absolument prohibé. Et c'est là-dessus que porte Hollande. Bon, maintenant, on ne peut pas faire une guerre en se coupant de la possibilité de négocier. C'est cela que je veux dire. Et c'est ça que je ne cesse de répéter. Le but de la guerre est d'aboutir à la paix. Et il faut amener les partis adverses en Syrie à négocier. Et cette discussion doit être entreprise par les plus grands, c'est-à-dire par les Américains et les Russes, comme avec les Chinois, comme avec les Français, comme avec les Britanniques. Dans les coulisses du G20, les 5 et 6 septembre, on devrait en parler. Maintenant, on pourrait faire un G5 et porter l'affaire devant une négociation, je me répète, à Genève ou ailleurs. Mais qu'est-ce qui empêche François Hollande, qui est un homme qui semble raisonnable, d'aller dans cette direction? Pourquoi est-ce que la France n'adopte pas sa position habituelle, qui est celle plutôt de jouer le médiateur entre l'Est et l'Ouest et de jouer un rôle d'indépendance? Alors ça, je ne peux pas vous dire, parce que les positions de François Hollande, je ne les connais pas. Je crois que François Hollande a été profondément bouleversé par cet emploi de l'arme chimique. Et du côté gouvernemental, on n'a pas fait autre chose, du gouvernemental syrien, hein, on n'a pas fait autre chose que de réfuter. Du côté des rebelles, il y a eu une propagande infernale et servie par Al Jazeera de manière à faire passer Bachar el-Assad pour plus criminel qu'il ne l'est, alors que ça suffit, il l'est déjà suffi assez. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans la suite de la politique des néoconservateurs qui s'appelait Clean Break à l'époque de Bush, qui veut à tout prix balkaniser donc, tous les pays du Moyen-Orient et puis après s'approcher de la Russie et de la Chine? Alors, la politique américaine s'est reportée sur l'Extrême-Orient maintenant. Ils sont obligés de distraire un porte-avions, les Américains, un porte-avions de leur 5e flotte, hein, de celle qui est affectée au Golfe Persique et à l'océan Indien, parce qu'ils ont concentré autrement toute leur force sur les flottes. Donc, je viens d'en parler, la 5e, là, et la 6e flotte, ou la 7e, pardon, qui est affectée au Japon.
cette guerre de Syrie les a pris par surprise, des Américains. Ils ne s'y attendaient pas. Et ils ne voulaient pas intervenir. Il y a eu pression et tout un jeu lancé par les Qataris, surtout, et par l'Arabie saoudite, pour les amener à se lancer, s'impliquer dans cette affaire syrienne. À l'origine, ils ne le voulaient pas. Et c'est ce même jeu qui a été lancé à l'encontre, sur les Français et sur les Britanniques. C'est un peu naïf, puisque déjà en Irak, ça n'avait pas marché, là, ça ne marche pas en Libye, ça ne marchera pas en Syrie. En fait, ils sont en train de déployer des djihadistes sur place. Il n'est pas question d'intervenir au sol. Oui. En Libye, il n'en a pas été question, et en Syrie, il n'en est pas question non plus. Si ce n'est que, si l'on veut aboutir à un résultat en Syrie, je parle du côté des Occidentaux, hein, il faudra intervenir au sol. Mais uniquement des frappes aériennes, elles ne seront pas gratuites. Et il y a une défense syrienne, et il y a une défense antimissile et anti-aérienne élargie fournie par les Russes. Et les Russes ne sont pas des amateurs. On ne peut pas penser à une attaque limitée et ciblée dans le temps. Ça entraînera quelque chose de plus. Si, on peut y penser, mais elle ne sera pas gratuite. Il y aura des pertes. On a dit aux États-Unis, c'est que la raison pour laquelle Obama a dû faire appel au vote du Congrès, c'est parce que surtout les militaires s'opposent à la guerre. Et en fait, j'ai ici une lettre qui a été adressée par le chef d'état-major Martin Dempsey à la Commission des forces armées du Sénat le 19 août, qui contredit complètement tous les arguments en faveur de la guerre d'Obama. D'abord, il dit tout acte de force est un acte de guerre. Il ne peut pas y avoir, il n'y a pas quelque chose entre les deux. Ensuite, une implication plus grande est difficile à éviter. C'est pour les raisons dont nous parlons, que c'est pas la Libye, et donc il y aura une réaction. Et enfin, il dit que surtout que quand l'équilibre basculera vers l'opposition syrienne, il faut que cette opposition soit prête à promouvoir ses intérêts, mais aussi les intérêts des Occidentaux. Et il dit que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que de ce côté-ci de l'Atlantique, il y a aussi ce même type d'opinion chez les militaires, ou est-ce que donc, tout le monde accepte l'idée qu'il faut aller vers des frappes? Alors les militaires d'abord obéiront, ils feront ce qu'on leur dit de faire. Hein. C'est dans le destin. Je voudrais revenir sur un point là, qui a besoin d'une rectification avec ce que vous venez de dire. Barack Obama n'a pas le choix. Constitutionnellement, il doit saisir le Parlement. Il doit le saisir. Mais il ne l'avait pas fait pour la Libye. Il ne l'avait pas fait pour la Libye, et ce pourquoi il n'est pas intervenu. Remarquez bien, de par la Constitution des États-Unis, le président de la République, chef des armées, comme chez nous, peut lancer une intervention militaire. Mais dans un délai de quelques jours, il a l'obligation de saisir le Parlement. Le Parlement, dans un délai maximum de 90 jours, doit répondre à la suite d'un vote, s'il est d'accord ou pas d'accord. Deuxièmement, et ça c'est très important, et c'est même le plus important, les crédits afférents à une intervention sont des crédits spéciaux que l'on ne peut pas prendre aux États-Unis sur le budget de la défense. Ce sont des crédits spéciaux qui doivent être votés donc par le Parlement. Donc avant même cette option des 90 jours, le Parlement peut refuser les crédits et donc l'intervention est arrêtée. Alors en France, le Parlement n'a pas besoin d'être saisi par le président de la République. Le président de la République peut s'en passer. Et le Parlement n'est pas obligé de voter.
s'il y avait une réforme constitutionnelle à promouvoir, je dirais qu'il faudrait qu'on en fasse, que l'on lance un amendement à la Constitution de la République française faisant obligation au président de la République d'obtenir l'accord du Parlement. Mais pour ce qui concerne l'opposition des militaires à une nouvelle guerre contre la Syrie, surtout dans les conditions d'une opposition frontale avec la Russie, est-ce que vous confirmez que il y a quand même un consensus parmi les analystes, parmi les militaires, qu'il ne faut pas y aller Non, il n'y a pas de consensus. Les militaires et les analystes sont tout autant partagés que l'opinion publique française. Maintenant, on sent bien au sein de l'opinion publique française que l'option qui est contre l'intervention grandit sans arrêt. Oui, c'est vrai parce qu'en France, tout d'un coup, il y a eu une levée de boucliers importante. Oui. C'est entre François Bayrou, oui. François Fillon, quelques députés de droite, Jacques Millard et d'autres, et même Mélenchon. Et le Parti communiste, tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous pensez, comment se fait-il qu'il y a soudain donc une telle et même les socialistes, levée de boucliers? Et même chez les socialistes. Même chez les socialistes. Mais oui. Je comprends les interventionnistes. Je ne leur jette pas la pierre. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je les comprends. Cette arme chimique est absolument désastreuse. Oui. Elle est destructrice. Il faut comprendre que derrière l'arme chimique, lancée sous forme de bombes, de bombardements, il y a une autre option qui court, c'est celle de provoquer des épidémies, des pandémies, et de régler le sort des guerres. C'est ce qui court par derrière. Et c'est absolument horrible. Et il faut arrêter cela. Oui. Alors, et je comprends ces interventionnistes qui ont ça dans la tête. Mais là, il n'y a pas de preuves. Tout ce qu'il y a, c'est des preuves même pas circonstancielles. On dit, voilà, des tirs sont partis du camp de Bachar el-Assad. Lui, il a des armes chimiques, donc c'est probablement lui qui les a faites. Donc il n'y a aucune preuve du tout. Et on s'est emballé avant même que rien n'est filtré. C'est ça qui est étrange dans cette affaire. Comme si on devait nous amener là, parce qu'il y a des accords qui ne sont pas connus, qui sont secrets. C'est entendu. Est-ce que du fait que la France a eu besoin de l'aide américaine en termes de transport et autres pour faire l'opération au Mali et qu'elle fait partie de l'OTAN, est-ce qu'elle n'est pas quelque part tenue de renvoyer l'ascenseur aux États-Unis dans cette guerre en Syrie qui n'est pas du tout de son intérêt? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, une alliance doit être respectée, c'est certain. Bon, maintenant, l'alliance, l'OTAN, ne fait pas obligation d'intervenir. L'article 5, qui met en jeu l'intervention, dit par tous les moyens qu'il lui sera loisible d'employer. Je crois citer d'une manière exacte. Et les États ne sont pas obligés d'intervenir. Ce qui est extrêmement grave, c'est ce qui avait amené le général de Gaulle à faire sortir la France de l'OTAN, craignant que les États-Unis n'interviennent pas aux côtés des Français du temps de la guerre froide. Mais là, ne nous égarons pas. Il y a quand même des présomptions extrêmement fortes qu'il y a eu utilisation de l'arme chimique en Syrie. Maintenant, ce que nous ne savons pas, c'est est-ce que du côté des rebelles, il n'y a pas eu provocation? Deuxièmement, est-ce que Bachar el-Assad n'a pas été lui-même dépassé? Alors, de toute façon, avant d'intervenir, il faudrait élucider cette question. Et en même temps qu'on élucide cette question, on dit il faut aller à Genève 2. Tout à fait. Ça, je le répète, c'est une cantilène, je le répète sans arrêt. Il
faudrait réfléchir à aller à la table de négociation et à obliger, alors là, obliger gouvernementaux et rebelles syriens à aller discuter. Et aller discuter sans réserve. Hein. On discute avec ce qui existe, c'est-à-dire les gouvernementaux Bachar al-Assad lui-même et du côté des rebelles, le Conseil national syrien. Mais pourquoi est-ce que la France n'a pas saisi l'occasion qui a été donc donnée par Kerry et par Lavrov, donc je crois que c'était le 8 juin, oui. Pour foncer dans cette direction? Parce que très imprudemment, les États-Unis, Barack Obama, en la personne de Barack Obama, ont émis l'idée, le concept d'une ligne rouge à ne pas franchir. Cette ligne rouge était l'utilisation de l'arme chimique. Et immédiatement, du côté des rebelles, on a accusé les gouvernementaux d'utiliser cette arme chimique. Alors voilà où on en est. Deuxièmement, dans la négociation, du côté des rebelles, le Conseil national syrien mettait des réserves. Il voulait la chute de Bachar el-Assad. Discuter, oui, mais pas avec Bachar el-Assad. Alors, un Genève, deux, sans Bachar el-Assad. C'est stupide. Oui. C'est dire nous n'irons pas à la table de négociation. C'est refuser la négociation. À l'appui de cette assertion, les rebelles ont fait tout ce qu'il fallait pour faire passer Bachar el-Assad comme un criminel, un second Hitler. Oui. Est-ce que du côté du Parti socialiste, il y a des gens qui peuvent aider le gouvernement à aller dans cette direction? Oh oui, oui. Je ne citerai pas de nom parce que je ne les connais pas et je veux pas parler au nom de quelqu'un d'autre, mais le Parti socialiste, y compris dans les milieux dirigeants, n'est pas unanime dans l'interventionnisme, loin de là. Loin de là. Remarquez bien que Hollande lui-même, le président de la République, ben, il hésite. Elle n'a pas lieu, cette intervention. S'il la voulait tant que ça, pourquoi ne donne-t-il pas l'ordre de l'opérer immédiatement? Alors, il y a une autre question que vous n'avez pas posée, mais qui est sous-jacente. Les Français pourraient-ils y aller tout seuls? Sans les Britanniques, ça c'est exclu, puisque les Britanniques ont déjà répondu, mais sans les Américains. Ma réponse est, ce serait extrêmement compliqué au niveau international. Oui. C'est presque impensable. Et je mets en garde aussi contre le fait que cette intervention, je le répète, n'est pas gratuite. C'est pas comme la Libye. Est-ce que vous avez l'impression que les anciens hauts gradés comme vous sont assez entendus par l'Élysée? Oh oui, l'Élysée écoute, l'Élysée est à l'écoute de tout. Plusieurs généraux se sont exprimés à ce sujet. Hein. Bon, un général, c'est le général Coppel, hein. Bon, lui dit que la guerre, une intervention est à la mesure de la France, une intervention en Syrie. Certes, c'est d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mais à quel prix? Et pour quel enjeu? Pour quel enjeu? Pourquoi faire? Et surtout, amener ces commissaires de l'ONU, ces enquêteurs de l'ONU à se prononcer. Parce qu'ils ont déjà fini leur travail? Ils ont fini, et ils sont revenus, mais ils ne se sont pas prononcés. Ils disent qu'il leur faut des mois pour étudier l'affaire. Bon, la vérité est que, je me répète encore, c'est extrêmement trouble, cette affaire, c'est trouble. Maintenant, j'avoue que je ne comprends pas bien au plan purement militaire. Hein. Je suis soldat, je ne comprends pas l'utilisation en ville de cet armement chimique. Voilà.
Je comprends pas. Pourquoi faire? Non, mais il vaut mieux utiliser un armement conventionnel. C'est une erreur, même au plan purement militaire. Oui. Merci, Général. J'espère que vos vues seront entendues en France. Merci.